Cette vidéo est une formation complète sur Elementor. Vous trouverez dans la description un sommaire pour accéder directement aux parties qui vous intéressent, puisque ça va être une vidéo assez longue. Et juste avant de commencer, je vous conseille de télécharger gratuitement la boîte à outils WordPress en cliquant sur le premier lien en description. C'est un document privé dans lequel j'ai regroupé les meilleurs outils et plugins pour créer un site professionnel sur WordPress. Il vous suffit de cliquer sur le premier lien en description pour l'obtenir. J'aimerais donc démarrer cette formation Elementor en abordant un point important, c'est la différence entre un thème et un constructeur de page. En comprenant cette différence, vous allez comprendre ce qu'il est possible de faire avec Elementor et ce qui n'est pas possible de faire. Donc Elementor, c'est ce qu'on appelle un constructeur de page. Il va nous permettre de créer le contenu de n'importe quelle page de notre site. Mais le constructeur de page, il travaille en duo avec le thème qui, lui, le thème va gérer l'apparence globale du site. Donc il va gérer en fait tout ce qui concerne des modèles de pages. Donc le thème va générer tous les éléments qui se retrouvent sur plusieurs pages. Par exemple, l'entête, vu que c'est un modèle qu'on va retrouver ensuite sur toutes les pages, ça va être géré par le thème. Pareil pour le pied de page. Ensuite, on a les pages par exemple blog qui vont lister tous les articles ou l'article de blog en lui-même. La structure va être définie par le thème. Si vous avez une boutique, eh bien la page qui liste les produits va être gérée par votre thème, ou même la fiche produit, les pages panier, pages commandées. Tout ça, ce sont des pages qui sont gérées directement par le thème. Donc au début, ça peut paraître un peu bizarre qu'on ne puisse pas modifier avec Elementor certaines pages, mais c'est normal. Elementor, dans sa version gratuite, il permet uniquement de modifier le contenu des pages que vous allez créer vous-même. Donc la page d'accueil, contact, nos services, à propos. Toutes les pages qui sont générées automatiquement, et bien là, c'est le thème qui va gérer leur apparence. Mais il y a quand même quelques nuances, puisque dans cette vidéo, on verra un petit plugin gratuit qui permet de créer l'entête et le pied de page avec Elementor pour remplacer celui qui est généré par le thème. Et surtout, si vous passez par la version pro d'Elementor, eh bien, ce n'est plus un constructeur de page, ça devient également un constructeur de thème. Et donc là, avec la version pro, vous allez pouvoir modifier vraiment n'importe quelle page de votre site. Page blog, page boutique, page panier, page produit. Vous allez vraiment pouvoir faire ce que vous voulez. Donc ça, c'est l'un des avantages principaux de la version pro d'Elementor. Ensuite, on a quelques avantages supplémentaires comme des widgets en plus, par exemple pour mettre un compte à rebours. On a également la possibilité de créer des pop-up, des formulaires. Donc pour un usage avancé, la version pro peut être intéressante, mais dans la plupart des cas, la version gratuite va suffire. C'est celle que j'utilise personnellement sur la plupart de mes sites. Et en termes de design, vous n'aurez pas de différence entre la version gratuite et la version pro. C'est vraiment juste sur certaines fonctionnalités, mais en termes de design pur pour créer la structure de vos pages, là, il n'y aura aucune différence. Donc c'est pour ça que dans un premier temps, je ne recommande pas forcément de passer par la version pro. La version gratuite peut suffire dans la majorité des cas. On va donc s'attaquer à Elementor et dans un premier temps, je vais vous présenter les réglages un peu globaux. Donc pour cela, on va aller sur la roue crantée en bas à gauche dans Réglages. Et ici, on arrive dans les réglages de la page. Ici, on a quelques réglages qui sont les mêmes que quand on est sur WordPress. Donc on peut modifier le titre, modifier l'état de la page. Ici, moi, j'ai déjà le titre qui est masqué par défaut. Mais si vous avez le titre ici qui est généré par le thème, le titre de la page, donc là, dans mon cas, ça serait accueil, eh bien, souvent, on va vouloir le masquer et créer un titre nous-mêmes avec Elementor dont on va pouvoir gérer la mise en forme. Donc, vous pouvez cocher cette case pour effacer le titre. Et si le titre ne s'efface pas, ça devient un peu plus technique. C'est qu'il faut aller dans le panneau de mise en page et venir modifier la classe CSS du titre pour l'identifier. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise le thème Océan WP couplé avec le plugin Océan Extra et il y a une option qui permet de masquer le titre automatiquement. Et ici, on arrive au modèle de page, donc ça, c'est vraiment important. Il va falloir faire en sorte que ça soit défini sur Elementor pleine largeur. Ça va être vraiment important pour la construction de nos pages. On a également une autre mise en forme qui peut être intéressante dans certains cas, c'est Elementor Canva. En fait, ça va retirer l'entête et le pied de page. Vous aurez juste le contenu. Et donc, ça peut être intéressant pour créer ce qu'on appelle des landing pages, des pages où vous allez par exemple récolter des emails. Eh bien, dans la plupart des cas, on va retirer l'entête et le pied de page et on va juste laisser le contenu avec un formulaire d'inscription. Mais dans la plupart des cas, on va utiliser Elementor pleine largeur. Donc, je vous invite à définir ce modèle de page par défaut. Pour cela, on va cliquer ici sur le petit menu hamburger et on va aller dans Réglages du site. On va descendre dans Mise en page. On descend un petit peu. Et ici, dans Mise en page par défaut, je vous invite à sélectionner Elementor pleine largeur si ce n'est pas déjà fait. Et je vais cliquer sur la petite croix. Je vais revenir dans les réglages de la page en bas à gauche. Ici, on a vu ces réglages. Donc là, maintenant, on peut aller dans Style. Et ici, on peut ajouter de la marge ou de la marge interne.
Donc ça, on verra un peu plus tard à quoi ça correspond. Là, ce qui va être intéressant, c'est d'ajouter un arrière-plan. Vous voyez que si je sélectionne classique, ici, je peux, si je veux, sélectionner une couleur d'arrière-plan. Dans la majorité des cas, c'est une mauvaise idée d'appliquer une couleur d'arrière-plan qui s'applique à toute la page. Donc faites-le si vous savez vraiment ce que vous faites. Mais si vous êtes débutant en web design, je vous conseille de laisser un arrière-plan blanc. Et dans Avancer, ça sera une option réservée à la version Pro qui permet d'ajouter du code personnalisé. Je vais cliquer ici sur les petits icônes et ça me permet de revenir à tous mes widgets Elementor. Et donc là, c'est ce qui va nous permettre de créer le contenu de notre page. Vous voyez qu'on en a beaucoup. On en a qui concernent la mise en page, qu'on va voir juste après. Ensuite, on a des widgets basiques qu'on va se servir régulièrement. Donc titre, image, bouton, mettre un paragraphe avec éditeur de texte. Ensuite, si je descends, j'ai des widgets supplémentaires qui sont réservés à la version Pro. Donc nous, on va fermer cet onglet. Ici, on en a d'autres qui sont gratuits. Boîte d'images pour avoir une image, du titre et du texte directement mis en forme. Un slider d'images, une galerie, liste d'icônes. Bref, on a plein de widgets que je vous laisserai voir. On a également va-et-vient ou accordéon qui sont utiles pour des FAQ. Ça va être des titres sur lesquels on peut cliquer et dérouler un paragraphe. Et ensuite, si je descends, j'ai encore des widgets qui sont réservés à la version Pro. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la section générale, la section basique et mise en page. Et pour commencer à créer mon contenu, eh bien, j'ai juste à prendre un widget, par exemple le titre, et venir le glisser ici dans les pointillés. Vous voyez que ça m'ajoute automatiquement un titre. On peut avoir le réflexe quand on est débutant de taper le texte ici en cliquant, mais ça bug un petit peu. Ce que je vous conseille de faire, c'est à chaque fois de le taper ici à gauche. Ça marchera beaucoup mieux. Donc là, on va marquer un titre, par exemple Easy WordPress, formation en ligne WordPress. Donc ça, c'est votre titre. Ensuite, ici, vous pouvez ajouter un lien pour que le titre soit cliquable. Et si vous ajoutez un lien, vous pouvez cliquer ici sur la petite roue crantée et vous avez une option pour ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Donc ça va être utile lorsque vous mettez des liens qui redirigent vers un autre site. Par exemple, les liens vers vos réseaux sociaux, ça va être important qu'ils soient ouverts dans une nouvelle fenêtre afin que la personne ne quitte pas votre site. Donc là, on était dans l'onglet contenu et vous pouvez voir qu'on a un onglet style puis un onglet avancé. Donc ça, c'est pareil pour tous les widgets. À chaque fois, on a 3 colonnes, contenu, style et avancé. Contenu, ça va être des réglages uniques pour chaque widget. Style, c'est tout ce qui va concerner l'apparence et parfois on va avoir des réglages en commun. Par exemple, tous les widgets qui contiennent du texte, eh bien, on aura les mêmes réglages de typographie. Donc là, on a quelques réglages en commun. Et dans Avancé, c'est des réglages un peu plus avancés, quelques options supplémentaires. Et là, ça sera exactement les mêmes options pour tous les widgets. Donc là, vous voyez qu'on en a beaucoup, mais une fois que vous les connaissez un minimum, ça sera les mêmes pour tous les widgets. Donc on va revenir à l'onglet style. Ici, je peux gérer l'alignement du texte. Souvent, on va soit laisser à gauche, soit centré. Ensuite, je peux gérer la couleur. Donc là, vous voyez que je peux vraiment mettre la couleur que je veux. Ici, je peux jouer pour mettre la couleur de mon choix. J'ai même ici une option de pipette pour aller venir récupérer une couleur sur un élément qui a été créé avec Elementor. Donc ça marche que au sein de la page. Ça ne marche pas si je viens cliquer ailleurs. Mais là, sur quelque chose qui a été créé avec Elementor, vous voyez que je peux récupérer par exemple le code couleur rouge. Ici, je peux également jouer sur la transparence de la couleur et je peux venir copier-coller un code couleur si j'ai déjà défini une charte graphique. Sur votre site, je vous invite à utiliser une ou deux couleurs maximum et reprendre les mêmes sur chaque page afin qu'il y ait une cohérence. Et donc, pour reprendre à chaque fois exactement la même couleur et être certain qu'on a la bonne couleur, je vous invite ici à cliquer sur le petit plus pour créer une couleur globale et mettre par exemple couleur titre. Moi, j'ai déjà ce nom qui existe, donc je vais mettre couleur bouton, par exemple, et je vais faire créer. Et là, maintenant, si je clique sur la petite planète, moi, j'ai déjà des couleurs globales qui ont été créées. Et ici, vous voyez que j'ai le rouge qui s'ajoute. Donc, dès que j'ai une palette de couleurs disponible dans les réglages, je vais pouvoir cliquer sur la petite planète et venir sélectionner ma couleur automatiquement. Et c'est pareil pour les typographies. Vous voyez que ici, j'ai plein de réglages. Donc, je peux choisir la famille de police. Là, par exemple, je peux prendre Lato. Vous voyez que ça change la famille. Je peux choisir la taille que je veux, la graisse, donc pour la largeur de police, enfin l'épaisseur plutôt. Ici, je peux mettre en majuscule, minuscule, capitalisé ou laisser par défaut en normal. Le style normal, italique, oblique. Là, souligné, surligné, ligne en travers pour faire un texte barré. Parfois, ça peut servir pour mettre par exemple un prix en promo et ensuite le nouveau prix. Je peux même décider de l'interlignage. Bon, là, j'ai qu'une ligne, donc on ne le voit pas, mais ça serait l'écart entre les lignes. Ensuite, l'écart entre les lettres et l'écart entre les mots. Donc vous voyez qu'on a énormément de réglages.
On n'est pas obligé de tous les utiliser. Ce qui va être vraiment important, c'est famille et taille de police. Le reste, c'est assez secondaire. Mais en tout cas, imaginons que vous touchez plein de réglages, que vous arrivez à la mise en forme parfaite pour votre titre. Eh bien, c'est pareil que pour les couleurs. Vous allez pouvoir cliquer sur le petit plus et enregistrer votre réglage de typographie. Par exemple, titre principal, je fais créer. Et maintenant, dès que j'aurai un réglage typographie dans n'importe quel widget, eh bien, je pourrais cliquer sur la planète et récupérer ici mon titre. On peut retrouver les couleurs et typographies enregistrées en cliquant sur la planète, mais on peut aussi aller sur le menu hamburger, aller dans réglage du site, et ici vous voyez que j'ai couleur globale et police globale. Donc si je vais dans couleur globale, j'ai celle que j'ai ajoutée que je peux supprimer si je veux. Et ici on a également les couleurs système. Donc là, principal, ça correspond à couleur de titre. Ensuite, secondaire, je ne sais pas exactement. Texte, du coup, c'est pour des paragraphes. Et accentué, c'est pour les boutons. Donc là, si vous voulez, vous pouvez modifier les réglages par défaut des widgets titres et des boutons pour qu'à chaque fois, vous n'ayez pas besoin de modifier la couleur. Et c'est pareil, si je fais retour et que je vais dans police globale, je vais pouvoir changer principal, secondaire, texte et accentué. Et je peux également venir ajouter un style directement ici. En configurant les couleurs et les polices globales, vous allez donc pouvoir gagner pas mal de temps dans la création de votre site. Et surtout, ce qui est intéressant en faisant ça, c'est qu'en utilisant les polices et couleurs globales, je vais vous montrer. Ici, par exemple, je vais sur le rouge. Vous voyez que vu que j'ai utilisé une couleur et une police globale, on a la petite planète comme ça qui est en violette pour dire qu'elle est activée. Ce qui veut dire que pour tous les widgets, tous les éléments de votre site où la petite planète est activée, si vous changez la couleur globale, ça va automatiquement changer pour tous les éléments. Donc si un jour vous décidez de changer de charte graphique, eh bien ça sera très simple. Vous n'aurez pas besoin de venir changer chaque élément. Vous aurez juste besoin d'aller dans réglage du site, couleur globale, venir changer par exemple le rouge que j'ai ici en vert. Là je fais mettre à jour. Je clique sur la croix. Et là, vous voyez que mon titre est devenu vert. Par contre, si je vais dans style et que là, hop, je change la couleur, ça va me la changer uniquement pour ce titre en question. Et d'ailleurs, vous voyez que la planète est passée en déconnecté. Donc, c'est bien qu'on agit uniquement sur cet élément-là. Donc ça, c'est pour couleur et police globale. Ensuite, on va voir les autres réglages de style pour le titre. On a le contour de texte, donc pour ajouter un contour. Ça, honnêtement, on ne va pas souvent s'en servir. Ombre de texte, pareil, souvent ça réduit un peu la lisibilité. Donc là, hop, je vais augmenter pour que vous voyez bien l'ombre. Mais vous voyez que je peux jouer avec l'ombre du texte comme ceci. L'ombre, on va plutôt l'utiliser pour des boutons ou des images, des éléments qu'on veut faire ressortir. Mais pour du texte, c'est souvent une mauvaise pratique. Donc là, maintenant, on a vu les réglages contenu, style. On va voir les réglages avancés. Donc là, on a la marge et la marge interne. Ça, c'est ce qui va nous permettre de gérer l'espacement entre les différentes sections de notre page ou même entre les différents widgets de notre page. Donc c'est vraiment un réglage qu'on va utiliser souvent. Et pour vous le présenter, je vais descendre d'abord un petit peu. Je vais aller dans arrière-plan et je vais venir ajouter une couleur d'arrière-plan pour que vous puissiez comprendre la différence entre marge et marge interne. Donc ici, vous voyez que je peux venir ajouter un arrière-plan comme pour la page, sauf que là, ça s'applique uniquement à mon widget. Pareil, ça, on ne va pas très souvent l'utiliser. Souvent, on va utiliser un arrière-plan qui s'applique à toute une section plutôt qu'un seul widget. On verra juste après comment faire. Et vous voyez que ici, j'ai un onglet au survol. Et donc, à chaque fois que j'ai cet onglet, ça veut dire que je peux définir une valeur différente en normal et au moment où je vais survoler la section. Donc là, si je mets un arrière-plan plus foncé, au moment où je survole, vous voyez que ça change la couleur d'arrière-plan. Ça, on va pas trop s'en servir non plus pour les sections ou les widgets où on met une couleur, mais on peut s'en servir pour les boutons, pour que quand on survole un bouton, la couleur change un petit peu. Je vais revenir sur normal, je vais remonter dans mise en page, et ici on va voir la différence du coup entre marge et marge interne. Marge, ça va être de l'espace qui va être rajouté à l'extérieur du bloc, alors que marge interne, ça va être à l'intérieur du bloc. Et donc la marge interne va être notamment utile quand on a une couleur d'arrière-plan, comme dans ce cas-là. Là, vous voyez que si je mets de la marge, par exemple 50 pixels, ça m'a ajouté de l'espace autour et ça m'a ajouté 50 pixels de partout. Ça, c'est parce que par défaut, les valeurs sont liées ensemble. Mais ce que je peux faire, c'est effacer. Là, je vais cliquer pour délier les valeurs. Et maintenant, si je mets 50 en haut, ça me met uniquement en haut. Et je peux mettre des valeurs différentes à droite, à gauche et en bas. Et c'est exactement pareil pour marge interne, sauf que cette fois, si je mets par exemple 30 pixels, vous voyez que ça m'ajoute de l'espace à l'intérieur du bloc. Ensuite, ici, on a des réglages un peu plus avancés. Si vous êtes débutant, ça ne va pas forcément vous servir.
mais je vous les montre quand même pour que vous compreniez à quoi ça sert. Ici, auto-alignement, eh bien, vous voyez que en fait, ça va réduire la largeur du widget pour qu'elle corresponde exactement à la taille du widget en question. Et ensuite, du coup, on va pouvoir gérer son alignement comme ceci, ou faire étirer pour que ça prenne toute la largeur. C'est la valeur par défaut. Ordre, je vous montrerai ce réglage pour la version responsive quand on travaillera le design sur mobile. Sur ordinateur, ça n'a pas vraiment d'utilité. Et là, la taille, c'est quand on a plusieurs éléments côte à côte. On va pouvoir faire en sorte que le widget prenne plus ou moins de place. Mais ça, pareil, pas besoin d'y toucher, pas besoin de s'en préoccuper. C'est quelque chose de plus avancé. Ici, on a la position qu'on peut définir en absolu pour pouvoir gérer la position comme ça au pixel près de l'élément sur la page. Mais c'est quelque chose qui n'est pas responsive. Donc sur téléphone, ça ne va pas bien s'adapter. Ça peut servir parfois pour ajouter une petite image qu'on veut placer à un endroit exact de la page. Mais pour un titre, par exemple, on n'a pas l'utilité. L'index Z, c'est pour gérer la position de l'élément sur l'axe Z, donc c'est-à-dire en profondeur. Plus vous allez mettre une valeur élevée, plus l'élément sera à l'avant-plan. Et plus vous allez mettre une valeur faible, plus il sera à l'arrière-plan. Ça va être utile quand vous superposez plusieurs éléments en utilisant les marges négatives. Je vais vous montrer de suite à quoi ça correspond. Là, j'ai créé une structure pour vous montrer comment ça fonctionne. Du coup, ce qu'on appelle les marges négatives, c'est tout simplement de venir mettre une marge, mais négative comme son nom l'indique. Donc là, si je mets une marge négative à gauche, donc que je vais hop en dessous de 0, vous voyez qu'au lieu de m'ajouter de l'espace, ça me réduit l'espace. Et donc là, mon texte vient se superposer à l'image que j'ai créée. Et donc là, sur cette colonne, si je viens mettre un index Z de 1, et que sur cette colonne-là, je viens mettre un index Z de valeur 2, vous voyez que du coup, l'image repasse par-dessus. Et donc, grâce à ça, vous allez pouvoir gérer, quand vous avez vraiment plusieurs éléments qui se superposent, vous allez pouvoir gérer lequel est à l'avant-plan et lequel est à l'arrière-plan. Donc là, c'est pareil, c'est un réglage qui est quand même assez avancé. Et ici, on va passer à effet de mouvement. Donc, on a la plupart des options qui sont réservées à la version Pro, mais on a animation d'entrée qui est intéressant, où je vais pouvoir ajouter, vous voyez comme ceci, une animation pour afficher l'élément. Là, je vous conseille de rester sur quelque chose d'assez sobre, d'éviter des éléments comme ceci qui ne font pas du tout professionnel. Moi, je vous conseille de rester dans la zone fade in, qui sont les fondus, et dans la plupart des cas, de mettre juste un fondu comme ceci, assez simple. Ensuite, on peut choisir la durée de l'animation et le délai, si on veut qu'il y ait un délai avant que l'animation se déclenche. Grâce au délai, vous allez pouvoir afficher des éléments les uns après les autres en mettant un délai de plus en plus élevé. Et ensuite, on a transformé, où là, je vais pouvoir gérer la disposition de l'élément. Vous voyez comme ça sur la rotation, on peut le décaler un petit peu et on a plein d'options. Mais pareil, ça, on ne va pas s'en servir dans la plupart des cas. Arrière-plan, on l'a déjà vu. Ensuite, on a ici bordure. Donc là, on va pouvoir déjà ajouter un rayon de bordure, ce qui permet de créer des bords arrondis. Par exemple, si je mets 15 pixels, vous voyez que là, ça m'arrondit un petit peu les coins. Donc ça va être utile pour arrondir le bord des images, par exemple, des boutons, ou même des sections comme ça que vous créez avec un petit arrière-plan coloré. Et je peux également ajouter une bordure, une vraie bordure, par exemple solide. Ici, je mets une largeur de 2 ou 3 pixels pour que vous voyez bien. Et vous voyez que ça m'ajoute une bordure comme ça autour. Je peux choisir la couleur et gérer la transparence de la bordure. Mais ça, pareil, dans la plupart des cas, ça va donner un effet qui n'est pas terrible, un effet un peu ancien. Donc les bordures, quand on les utilise, il faut les utiliser d'une manière très légère, très discrète et avec une bordure assez fine. Là, pour une section comme celle-ci, ça ne conviendrait pas. Donc là, hop, je vais mettre aucun. Ensuite, on a l'option masque. Là, si je l'active, vous voyez que je vais pouvoir créer une forme comme ceci. Ça peut être utile pour les images si vous voulez donner une forme particulière. Vous pouvez même importer une forme en faisant personnaliser. Ça, j'en ai fait une vidéo dédiée que je vous afficherai juste au-dessus. Ensuite, on a le responsive qu'on verra un peu plus tard. Et attribut CSS personnalisé, c'est réservé à la version Pro. Donc là, vous voyez que ça fait quand même pas mal d'options, mais la plupart ne seront pas utilisées dans la majorité des cas. Ce qu'il faut retenir vraiment de cette page, enfin de cet onglet avancé, c'est les marges et les marges internes. Après, tout le reste est vraiment secondaire. Donc là, on a vu le widget titre. On va maintenant voir d'autres widgets qui sont importants. On a par exemple le widget paragraphe que je vais glisser ici. Donc là, vous allez pouvoir mettre du texte. Et ici, on a différents réglages. Par exemple, pour mettre en gras, souligner. Ensuite, si je remonte dans style, là, on a à peu près les mêmes réglages que pour le titre, vu que ça concerne du texte. Vous voyez que je retrouve également mes couleurs globales. Et dans avancé, ça sera exactement les mêmes réglages. Ensuite, on a le widget image. Donc là, je vais pouvoir venir sélectionner une image, soit une image que j'ai déjà importée dans WordPress, soit venir faire téléverser des fichiers et venir sélectionner une image. Imaginons que, hop, je choisis cette image.
voyez qu'elle s'affiche comme ceci. Je peux aller dans Style et venir réduire sa largeur. Et je peux modifier son alignement. Ici, on retrouve le rayon de bordure. Là, on ne verra pas vraiment parce que c'est une image qui n'a pas d'arrière-plan. Mais si vous aviez un arrière-plan, ça ferait les coins arrondis. Et ombre de boîte, c'est un peu comme l'ombre du texte qu'on a vu précédemment, sauf que ça va s'afficher directement sur toute l'image. Et là, ça peut être intéressant de mettre une ombre assez discrète comme ceci, de mettre un peu plus de flou. Et ça peut permettre de faire ressortir quelques éléments de votre page. Et on a également le widget bouton que vous allez souvent utiliser. Donc là, vous pouvez modifier le texte de votre bouton. Par exemple, découvrir les formations WordPress. Ici, vous allez mettre le lien vers la page vers laquelle vous voulez rediriger. Et encore une fois, vous pouvez ouvrir dans un nouvel onglet si vous redirigez vers un site externe. Et dans Style, je vais pouvoir modifier l'alignement du bouton, la typographie. Et ce qui va surtout nous servir, c'est couleur d'arrière-plan. Donc là, je vais reprendre par exemple ce bleu et couleur du texte pour que ça soit bien visible. Ensuite, si je veux créer une forme personnalisée de bouton, eh bien, il va falloir que je joue avec le rayon de bordure ici. Vous voyez que je peux mettre par exemple 70 pixels et ça va me faire un bouton arrondi. Je peux mettre 0 pour avoir un bouton vraiment en format carré et je peux même mettre des valeurs différentes pour avoir une forme un peu plus originale. Par exemple, en bas, je mets 30 pixels et en haut, je mets 30 pixels également. Et vous voyez que ça me fait une petite forme comme ça originale. Ensuite, pour gérer la taille du bouton, on va jouer avec la marge interne. Là, si je délie les valeurs, hop, ça va me mettre à 0. Et du coup, là, je vais pouvoir choisir la taille de mon bouton. Par exemple, mettre 10 pixels en haut, 10 pixels en bas. Et souvent, on va mettre une valeur un peu plus élevée à gauche et à droite pour que ça fasse une forme rectangulaire. Là, si je trouve que c'est pas assez gros, hop, je peux ajouter un petit peu en haut. Et pareil, sur les côtés, ajouter tant que je veux pour avoir comme ça le bouton de la taille que je souhaite. Une option également, si je vais dans Contenu, ici, vous voyez que je peux ajouter un icône. Donc, si je fais, hop, bibliothèque d'icônes, je peux ajouter, par exemple, une souris, hop, pour montrer que c'est bien un bouton. Là, je peux gérer l'espacement et je peux placer l'icône après si je le souhaite. Ensuite, si je reviens dans Style, ici, on retrouve l'option qu'on avait vue tout à l'heure au survol. Et là, pour un bouton, elle est intéressante. Si je vais dans couleur d'arrière-plan, je reprends mon bleu. Sauf que là, hop, je vais venir ici l'assombrir un petit peu. Et donc maintenant, quand je survole, vous voyez que ça m'assombrit le bouton. Et je peux ajouter une durée de transition, par exemple 0,5 secondes. Comme ça fait une animation un peu plus fluide que si la transition est brute, comme ça à 0 secondes, la couleur change d'un coup, c'est pas terrible. Et dans Au survol, on a également l'animation de survol qui est disponible. Moi, celle que j'utilise de temps en temps, c'est Grow, où dès qu'on va survoler le bouton, il va grossir un petit peu. Donc ça permet de faire ressortir vos appels à l'action. Ça peut être pas mal. Là, comme pour les animations d'apparition, évitez les éléments qui sont un peu trop farfelus, qui ne feront pas professionnel. Par exemple, si je prends Push, vous voyez que là, c'est pas terrible. Il faut rester le plus sobre possible. C'est pour ça que moi, j'utilise souvent Grow. Et donc là, vous pourriez explorer tous les widgets et les glisser comme ceci les uns en dessous des autres. Mais en faisant ça, vous voyez qu'on ne peut pas créer de structure en plusieurs colonnes. À chaque fois, ça s'affiche tous les uns en dessous des autres. Donc pour créer une structure avec plusieurs colonnes, il va falloir utiliser ce qu'on appelle les conteneurs ou bien les grilles. Pour les utiliser, vous avez deux solutions. Soit vous prenez un conteneur et vous le glissez ici. Et là, ça va vous rajouter un conteneur avec différentes options qu'on va voir. Soit vous cliquez sur le petit plus ici et vous avez Flexbox qui correspond à conteneur et grille ici. Donc ces deux éléments, c'est exactement les mêmes que ici. Sauf que l'avantage de cliquer sur le petit plus, c'est que par exemple, si je sélectionne Flexbox, vous voyez qu'on a différentes structures par défaut. Ici, c'est la structure de base. Donc dès que j'ai glissé un widget ici, mon widget titre, ça m'a pris cette structure par défaut. C'est-à-dire que les éléments s'affichent les uns en dessous des autres. Ensuite, on peut avoir cette structure où là, les éléments vont s'afficher les uns à côté des autres. Et ensuite, on a des structures en plusieurs colonnes. Donc la différence entre là où les éléments s'affichent les uns à côté des autres et ici, par exemple, où on a deux colonnes, c'est que ici, dans chaque colonne, les éléments vont s'afficher les uns en dessous des autres. Donc j'aurai ma première colonne avec titre, texte, bouton et à droite une image, par exemple. Alors que là, ça va automatiquement créer une nouvelle colonne à chaque fois. Je ne pourrais pas mettre des éléments les uns en dessous des autres. Et on a des structures un peu plus avancées qui sont proposées. Mais sachez que chacune de ces structures, on peut les recréer manuellement. Donc là, ce que vous choisissez, c'est juste pour gagner du temps. Mais ensuite, vous pouvez exactement créer la structure de votre choix. Ensuite, si je fais retour, vous voyez qu'ici, on a l'option grille. Et donc là, grille, en fait, ça va être pour créer plusieurs colonnes.
mais qui sont exactement pareils pour avoir vraiment un espace uniforme. Tandis que dans le conteneur, ici, vous voyez qu'on peut choisir d'avoir une grosse colonne ici et deux petites à côté. Ça, ce n'est pas possible avec gris. Gris, ça sera vraiment pour les mises en forme où toutes les colonnes font exactement la même taille. La grille, c'est juste une option pour gagner un petit peu de temps lorsque vous voulez mettre plusieurs colonnes et être certain que sur mobile, tablette, elles gardent à chaque fois la même proportion. Mais tout ce que vous pouvez faire avec grille, vous pouvez directement le faire avec conteneur si vous le souhaitez. Là, c'est vraiment juste pour faciliter un peu la mise en forme et gagner du temps. Dans tous les cas, on va voir comment fonctionnent les deux éléments. Ce que je vais faire, c'est que hop, je vais cliquer sur la petite croix et je vais revenir sur mon conteneur de base. Je vais cliquer sur les pointillés et ici, j'arrive aux différents réglages. Donc ici, on a la mise en page Flexbox ou grille. Donc ça correspond au choix qu'on a fait ici. Ensuite, largeur du contenu encadré ou pleine largeur. Donc ce que je vais faire pour que vous voyez bien, comme pour le titre, d'ailleurs, je vais l'enlever. Hop, je vais venir ici mettre une couleur d'arrière-plan. Donc dans classique, tac, je me mets par exemple sur une couleur grisée comme ça. Je reviens dans mise en page. Et du coup, si je prends largeur de contenu encadré, hop, vous voyez que ici, je peux réduire la largeur du contenu, mais mon arrière-plan prend bien toute la largeur. Donc ça peut être utile dans le cas où on veut créer une section comme ça, avec une couleur ou une image d'arrière-plan. Par contre, si je prends pleine largeur, de base, le contenu, du coup, va être collé comme ça au bord. Mais par contre, si je viens réduire ici, vous voyez que ça me diminue la taille du contenu, mais aussi la taille de mon conteneur de manière globale. Et ça m'ajoute des espaces ici. Donc ça, pareil, ça peut être utile dans certains cas. On veut juste créer une section comme ça avec une couleur d'arrière-plan, mais qui ne prend pas toute la largeur. Donc c'est un peu contre-intuitif, mais pour pas que ça prenne toute la largeur, il va falloir venir sélectionner pleine largeur et venir réduire ici un petit peu la valeur. Ensuite, je peux définir une hauteur minimale. Donc là, ça peut être utile quand vous avez une image d'arrière-plan, par exemple, et vous souhaitez que l'image soit bien visible. Eh bien, vous allez définir une hauteur minimale ici. Ensuite, on retrouve la direction. Et donc là, ça correspond au réglage qui est ici. Vous voyez que je peux le choisir au début, mais je peux également le modifier une fois que j'ai fait mon choix. Donc là, par défaut, on est sur ce réglage. Mais vous voyez que si je passe en horizontal, hop, les éléments s'affichent les uns à côté des autres. Là d'ailleurs, on a le bouton qui dépasse un petit peu puisque ma largeur n'est pas assez élevée pour intégrer le bouton. Et ensuite ici, je peux prendre ligne inversée ou colonne inversée. Ça va juste m'inverser l'ordre que j'avais pris par défaut. Donc là, je ne vois pas trop l'utilité parce que si on veut changer l'ordre, il suffit de prendre un widget et de venir comme ça changer l'ordre. Ou même au moment où on crée la page, on va choisir notre ordre dans lequel on veut disposer les éléments. Donc, je ne vois pas pourquoi on voudrait les inverser ensuite. Je vais repasser en colonne verticale. Et ici, on peut gérer les espacements et l'alignement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter de l'hauteur pour qu'on voit bien. Ici, je peux centrer mon contenu. Je peux le mettre au début, c'est la valeur par défaut. À la fin, espace entre, ça va coller les widgets en haut et en bas. Et ensuite, mettre de l'espace ici, afin de faire en sorte que du coup, ça soit collé en haut et en bas. Ensuite, espace autour, ça va ajouter un petit peu d'espace. Et espace uniforme, on aura exactement la même valeur d'espace ici entre le premier widget et le bord du conteneur et entre chacun des éléments. Donc là, pareil, ça fait beaucoup d'options, mais on ne va pas toutes les utiliser. Souvent, on utilise centré et les autres, on ne les utilise pas forcément. Ensuite, on va pouvoir aligner les éléments soit au début, soit centré, soit à la fin, ou bien étirer. C'est la valeur par défaut. Ici, on a écart, c'est pour gérer manuellement l'écart entre les différentes colonnes ou les différentes lignes. Donc là, on n'a qu'une seule colonne, donc on ne verra pas la différence. Mais vous voyez que entre les lignes, par défaut, on est à 20 pixels. Si je viens délier les valeurs ici, je peux venir modifier, passer par exemple à 40. Et du coup, vous voyez que l'espace entre mon image et mon bouton a changé. Par contre, si je passe à 0, là, vous voyez qu'on est bien à 0. Par contre, entre mon paragraphe et mon image, on a quand même de l'espace. Ça, je ne sais pas pourquoi, mais sur le widget texte, par défaut, Elementor va venir rajouter 20 pixels de marge en bas. Donc, si vous voulez pouvoir gérer cet espace au pixel près, ce qu'il faut faire, c'est venir ici délier les valeurs et en bas, ajouter 20 pixels en marge négative. Et du coup, là, on se retrouve vraiment collé. Et si je reviens dans mon conteneur, je vais vraiment pouvoir gérer l'espacement comme je le souhaite et avoir le même espace entre mon texte et mon image et entre mon image et mon bouton. Ensuite, on a l'option Wrap. Donc là, on va se servir de cette option si on est en disposition horizontale. Vous voyez que par défaut, ça va faire en sorte que tout tienne sur une seule ligne. Mais si j'active l'option Wrap, eh bien en fait, ça va revenir à la ligne si besoin. Et donc là, ça reviendrait au même que d'avoir une disposition verticale.
Mais là où ça va faire la différence, c'est si vous avez plusieurs images. Donc, je vais vous montrer, je vais effacer ici le bouton et le texte. Je vais prendre mon image, largeur ici, je vais mettre 100%. Et ce que je vais faire, c'est dans Avancer, dans largeur, je vais venir ici, mettre personnalisé et mettre 30%. Donc là, vous vous demandez peut-être quelle est la différence entre modifier la largeur ici et la modifier dans style. Là, si je la modifie ici, vous voyez que ça me modifie la largeur de mon widget. Les bordures roses ont diminué de largeur. Tandis que si je vais dans style, ça me modifie la largeur de l'image, mais ça ne me modifie pas la largeur du widget en lui-même. Vous voyez que les bordures roses ne bougent pas. Donc ça, c'est une petite subtilité qui fait que si je viens modifier ici la largeur, que je me mets à 30%, là je fais dupliquer. Là j'ai 3 images et donc si j'en ajoute une quatrième, vu que j'ai défini que la largeur est de 30%, ça devrait revenir à la ligne parce qu'on va être à 120%. Sauf que là si je fais dupliquer, par défaut, si l'option wrap n'est pas activée, eh bien ça va faire en sorte que ça tienne sur une seule ligne. Du coup, si je reviens dans les réglages de mon conteneur, je descends un petit peu ici dans wrap et que je l'active, vous voyez que hop, ça va revenir à la ligne. Donc ça, pareil, c'est quelque chose d'assez complexe, d'assez avancé. Dans tous les cas, si on ne veut pas se prendre la tête avec l'option de largeur, l'option wrap, ce qu'il faut faire, c'est venir glisser une grille. Et là, je vais pouvoir choisir mon nombre de colonnes et mon nombre de lignes. Donc si je veux 3 images sur ma ligne, je prends 3 colonnes, je glisse mes images à chaque fois à l'intérieur et ça va revenir automatiquement à la ligne. Je n'aurai pas besoin de m'embêter avec ces différents réglages. Je vous les montre pour que vous puissiez comprendre à quoi ça correspond. Mais gardez en tête que vous n'avez pas besoin de tout utiliser. Là, dans les réglages de conteneur, ce qui va vraiment vous servir, c'est la largeur du contenu. Donc de base, on reste en encadré. Et c'est également ces réglages pour justifier le contenu et aligner les éléments qui vont vous servir assez souvent. Mais tout le reste, vous n'avez pas forcément besoin d'y toucher. Donc là, hop, je vais fermer. Et on va voir maintenant comment créer plusieurs colonnes. Puisque là, on a vu comment aligner des éléments les uns à côté des autres en choisissant la direction horizontale. Mais on ne peut pas vraiment choisir comment ils sont disposés. Ça va juste les mettre les uns à côté des autres dans une mise en forme qui n'est pas terrible. Donc pour créer une structure en plusieurs colonnes, soit vous allez venir ici cliquer sur le petit plus, Flexbox, et choisir par exemple 2 colonnes ici. Et là du coup, eh bien, je peux venir glisser mon titre, en dessous mon texte et un bouton par exemple. Et à droite, venir glisser une image. Là, si je viens dans les réglages du conteneur, vous voyez que je retrouve tous les réglages. Et je peux mettre en justifié centré par exemple. Comme ça, mon texte est aligné par rapport à mon image. Et ce qui est intéressant, c'est que au sein d'un conteneur, je peux glisser un nouveau conteneur. Donc là, on a vraiment une mise en forme infinie pour structurer vraiment comme on veut des éléments. Là, ça nous permettrait par exemple de mettre 2 boutons côte à côte ou bien 2 éléments côte à côte, peu importe. Hop, je vais prendre le bouton, je vais faire clic droit, copier, clic droit, coller. Lui, je vais l'effacer. Et là, ce que je vais faire, c'est dupliquer. Ici, du coup, on a nos 2 boutons, mais ils sont les uns en dessous des autres. C'est parce que par défaut, le réglage est en vertical, mais si je passe en horizontal, hop, ça me passe mes 2 boutons côte à côte. Et donc, vous voyez que je peux avoir un conteneur avec une mise en forme verticale et à l'intérieur, avoir un autre conteneur avec une mise en forme horizontale. Donc, je peux vraiment imbriquer différentes mises en forme les unes dans les autres et créer la structure que je souhaite. Par contre, là, vous voyez que entre mon bouton et mon texte, il y a un petit décalage. C'est parce que par défaut, dans chaque conteneur, il va y avoir 10 pixels de marge interne. Donc pareil, si vous voulez supprimer, il faut aller dans Avancer. Et la marge interne, on va passer à 0. Et vous voyez ici que j'ai plus le décalage. Donc là, j'ai mon premier conteneur, mon deuxième conteneur qui correspondent à mes colonnes. Et à l'intérieur, j'en ai un autre. Si je veux ajouter une troisième colonne, je peux faire clic droit, dupliquer. Ça va m'ajouter, vous voyez, un nouveau conteneur. Donc là, j'en ai 3. Et à chaque fois, je peux venir ici, modifier la largeur. Donc si je veux que celui-ci soit plus large, prenne 50%, hop, ici je peux même le taper manuellement, 50%. Et ici je peux venir taper 25% et celui-ci 25%. Et comme ça, j'ai une mise en forme où ça prend 50, 25 et 25. Et ce que je peux faire, du coup, c'est ajouter un conteneur classique, mettre une couleur d'arrière-plan, hop, je vais reprendre le bleu. Ici, je glisse par exemple un titre. Bienvenue sur mon site, je le centre. Et je le mets en blanc. On va agrandir la typographie, on va mettre par exemple 40 pixels. Marge interne, hop, on va mettre 40 pixels par exemple. Et donc là, je pourrais très bien mettre un titre comme ça qui prend une seule colonne. En dessous, glisser un conteneur. Et là, si je veux recréer exactement ces 2 colonnes, eh bien ce que je fais, c'est que je glisse
un nouveau conteneur à l'intérieur. Je fais dupliquer. Et donc là, j'ai un conteneur plus deux les uns en dessous des autres. Sauf que moi, je veux que mes colonnes soient côte à côte. Donc ce que je fais, c'est que je viens dans le conteneur global et je viens ici modifier la ligne en passant en horizontal. Et donc là, je me retrouve avec une section avec une seule colonne de base et à l'intérieur, je me retrouve avec deux colonnes. Et là, je peux reglisser mes éléments que j'avais mis ici par défaut. Donc c'est un peu complexe à prendre en main au début, le fait d'imbriquer les conteneurs les uns dans les autres. Mais retenez juste que peu importe où vous vous trouvez, eh bien vous pouvez à chaque fois glisser un conteneur et changer la structure. Et que si vous voulez créer plusieurs colonnes, il va falloir glisser des conteneurs dans des conteneurs et modifier la disposition comme ceci en horizontal. Là, l'avantage de glisser des conteneurs comme ça, c'est que vous allez pouvoir vraiment mettre les éléments que vous voulez à l'intérieur. Parce que sinon, vous pouvez utiliser la grille et vous voyez que ça vous fait automatiquement des colonnes et des lignes. Là, je pourrais choisir par exemple deux colonnes, une seule ligne. Et on pourrait se dire, bah, au lieu de glisser un conteneur, puis encore un conteneur et changer l'alignement, je pourrais directement glisser une grille. Sauf que le problème avec les grilles, c'est que si vous glissez par exemple que des images, ça marchera très bien. Mais si vous glissez un titre et à côté une image par exemple, là, vous voyez que le titre, il prend automatiquement toute la hauteur comme ceci. Et si je fais dupliquer, ça ne va pas me l'ajouter en dessous. Ça va me l'ajouter à côté, ça va modifier du coup le placement de l'image. Vous voyez que la construction comme ça est un peu bizarre. Tandis que dans mes conteneurs imbriqués, si je glisse un titre et à côté une image, mon titre, il prend juste cette hauteur. Et en dessous, je peux très facilement le dupliquer. Et ça ne pose pas de problème. Donc la grille, moi je l'utilise pas. À chaque fois j'utilise uniquement les conteneurs parce que c'est avec ça que je suis le plus à l'aise et que ça permet de créer exactement la mise en forme que je souhaite. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais recréer le design de ma page d'accueil rapidement pour que vous puissiez voir un peu comment fonctionne la structuration d'une page et vous puissiez voir que c'est au final assez simple à utiliser, qu'on n'a pas besoin de prendre toutes les options que je vous ai présentées dans cette vidéo. Donc voilà, je vais supprimer ici. Je vais venir ajouter un conteneur en deux colonnes. Je vais mettre une couleur d'arrière-plan. Donc là, normalement, c'est censé être un beige comme ceci. J'ai récupéré le code couleur. Je vais venir mettre dans style classique, hop, le code couleur. À gauche, je vais mettre un titre qui est WordPress pour ceux qui veulent aller à l'essentiel. Et je vais venir grossir un petit peu, par exemple 30 pixels, voire 35. Ensuite ici, pour faire, vous voyez comme ça, un petit texte avec un arrière-plan arrondi. Ce que j'ai fait, c'est tout simplement que j'ai pris un bouton. Ici, je vais marquer formation WordPress numéro 1. Et j'ai supprimé le lien pour pas que quand on survole, on puisse cliquer. Ensuite, dans style, couleur du texte, j'ai mis un bleu. Couleur d'arrière-plan, on est sur du blanc. Et on va mettre un rayon de bordure à 70 pixels. Et on va mettre une bordure solide, mais très légère. Vous voyez que la couleur, hop, on va mettre quelque chose de très discret. C'est du blanc sur lequel j'ai ajouté un peu de transparence. Et donc là, vous voyez qu'on se retrouve avec une bordure très discrète. Donc là, bon, il y a quelques réglages supplémentaires comme l'épaisseur de police. C'est pas exactement la même famille de police, mais c'est juste pour vous montrer dans les grandes lignes comment ça fonctionne. Ensuite, on a du texte. Donc ça, c'est le widget paragraphe. Tac, éditeur de texte. Je viens coller le texte. Je vais mettre hop, en 17 pixels et je vais mettre hop, ici un peu plus gras. Pareil pour la couleur, je vais rendre un peu plus foncé. Ensuite, en dessous, on a un bouton. Donc là, je vais venir prendre ici, je vais faire copier, hop, coller. Cette fois, il faudrait mettre un lien parce que c'est un vrai bouton. Dans couleur du texte, on va passer en blanc et couleur d'arrière-plan en bleu. Et on va enlever la bordure. Ici, tac, on a un peu plus d'écart à droite et à gauche. Donc hop, je vais mettre 10 en haut et en bas et 30 par exemple à droite et à gauche. Même un petit peu plus, voilà, comme ceci. Et en dessous, vous voyez qu'on a 3 colonnes. Donc ça, c'est très simple. À l'intérieur, on va glisser un conteneur. Et là, soit je peux décider de reglisser un conteneur, de faire à chaque fois dupliquer, de venir dans le conteneur principal, passer en horizontal pour en avoir 3 côte à côte. Mais là, vu qu'on a exactement les mêmes éléments, je n'ai pas forcément besoin de faire ça. Je peux effacer ici mes 3 conteneurs. Parce que plus j'ajoute de conteneurs, plus ça va ajouter du code sur la page. Et je peux tout simplement
glisser mes éléments côte à côte. Donc là, ce que j'ai pris, moi, c'était, hop, je vais descendre un petit peu, c'était compteur pour afficher un numéro et en dessous du texte. Donc là, on a 40 000 abonnés YouTube, par exemple. Donc là, hop, 40, suffixe, on va mettre plus. Non, c'est préfixe, pardon. Abonnés YouTube. Et ici, je mets un K en suffixe. Là, dans style, je vais venir réduire un petit peu la taille du nombre. Voilà, on va se mettre comme ceci, à 50 pixels. Pareil, le texte, je vais venir réduire un petit peu. On va mettre hop, 15 pixels. Et là, j'ai juste à faire dupliquer. Et vu que ici, j'ai sélectionné mise en forme horizontale, ça me les met côte à côte. Là, vous voyez que j'ai pas mal d'espace, alors que entre les widgets, j'en ai pas trop. Donc, ce que je vais faire, c'est justifier le contenu. Et je vais me mettre, par exemple, sur espace entre, je pense. Voilà, je vais venir les coller aux extrémités et mettre de l'espace au milieu. Et du coup, je me retrouve comme ça avec mes 3 colonnes. Et on retrouve le même problème, c'est qu'on a le petit décalage ici entre le bouton et le premier widget. Donc, on va venir dans le conteneur, dans Avancer, hop, modifier la marge interne. On va juste en mettre un petit peu en haut pour ajouter de l'espace. Et voilà, j'ai mes 3 colonnes. Ensuite, à droite, je vais venir ajouter mon image. Tac, je la glisse. Et ici, je vais venir l'importer. Voilà. Maintenant, je veux que l'image soit collée en bas, comme c'est le cas sur mon site. Donc, ce que je fais, c'est déjà dans les réglages du conteneur. Je vais supprimer la marge interne. Et ici, hop, toujours dans les réglages du conteneur, dans mise en page, je vais mettre à fin. Vous voyez qu'on a toujours un petit espace tout de même. Et donc ça, pour l'enlever, ce que je vais faire, c'est dans mon image, dans Avancer, je vais venir ajouter de la marge négative en bas. Pour la descendre un petit peu. Voilà, 8 pixels, je pense qu'on est bon. Non, c'est 10 pixels. Voilà, et là, j'ai mon image qui est collée en bas. Ce que je peux faire pour ajouter un petit peu d'espace ici, c'est hop sur mon conteneur, dans Avancer, on va venir ajouter de la marge. Par exemple, à gauche, je vais mettre 30 pixels. Et vous voyez que ça me décale un petit peu l'image. Donc ça, c'est pour ce qui est de la première section. Ici, on a une section en une colonne et ensuite, à l'intérieur, 2 colonnes. Donc hop, je reviens. Je rajoute ici ma section en une seule colonne. Et je vais venir ajouter mon titre. Hop, je mets le titre que je viens centrer, grossir un petit peu. Là, je vais faire dupliquer. Hop. Et ici, je vais venir réduire. Je vais mettre 25 pixels par exemple. Là, dans la largeur du contenu, hop, je vais venir resserrer un petit peu pour que le texte soit resserré. Non, pardon, je ne vais pas faire ça parce que le problème, si je fais ça, c'est que ça va resserrer le contenu de tout mon conteneur. Et donc là, vous voyez que pour la section d'en dessous, où c'est un peu plus large que le texte, ça ne va pas fonctionner. Ici, les 2 encadrés seront à la même largeur et du coup, il n'y aura pas assez d'espace. Donc là, ce que je vais faire, c'est remettre la valeur par défaut qui est de 1140. Et pour resserrer ce texte, je vais aller dans le widget, dans Avancer. Là, j'ai 2 options. Soit je viens modifier la largeur directement. Et ensuite, dans Auto-alignement, je passe en centré. Soit, hop, moi, ce que je fais plutôt, c'est que je vais venir ajouter ici de la marge interne à gauche, 200 pixels et 200 pixels à droite. Et du coup, en dessous, il faut qu'on crée comme ça nos colonnes. Donc, ce que je fais, c'est que je reprends un conteneur. À l'intérieur, je glisse un nouveau et je viens le dupliquer. Là, dans le conteneur principal, hop, je mets en horizontal. Et ici, je vais pouvoir créer mes 2 sections. Donc là, hop, je fais copier. Ici, on va se mettre un titre. En dessous, on a du texte et un bouton. Pour le texte, je vais faire copier, coller le style. Et pareil pour le bouton, je vais venir ici copier, coller le style. Là, je vais mettre un peu plus petit quand même, je vais mettre à 16 pixels. Voilà. On va venir supprimer le décalage. Non. Ensuite, ici, vous voyez qu'on a la marge qui a été ajoutée sur le widget de texte. Donc, on vient la retirer en bas, on enlève 20 pixels. Et je vais venir ajouter les bordures. Donc, dans style, bordure, rayon de bordure, on va mettre par exemple 15 pixels. Hop, solide,
largeur de bordure, on doit être à 2 pixels à peu près. Et j'ai ma section qui est créée. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un petit peu d'espace à l'intérieur. Là, je trouve que c'est un petit peu trop collé. Donc là, hop, dans mon conteneur, dans Avancer, je viens ajouter un peu de la marge interne. Ici, on va mettre par exemple 20 pixels en haut, 20 pixels en bas. Et on va mettre 30 à gauche et 30 à droite. Voilà, comme ceci. Et tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer droit, faire dupliquer. Celui-ci, hop, je vais l'effacer. Et là, j'aurai juste à modifier le contenu. Et ensuite, je peux faire ici dupliquer pour avoir en dessous mes autres conteneurs. Donc là, vous voyez que la page prend forme. Bon, ici, on n'a pas assez d'espace, donc je vais venir dans mon conteneur global. Dans marge, en haut, je vais ajouter par exemple 70 pixels. Et je vais ajouter 70 pixels en bas également pour qu'il y ait de l'espace après. Ensuite, ici, on a une section assez simple avec une couleur d'arrière-plan, un titre, des images. Et là, pareil, on a une mise en forme en 2 colonnes avec une image. Donc, vous voyez que là, vous pouvez très facilement créer un design assez basique avec différentes colonnes, des couleurs d'arrière-plan à chaque fois. Et vous voyez que très rapidement, vous pouvez créer les mises en page de votre choix. On va maintenant s'intéresser au responsive design pour adapter notre design selon le type d'appareil, que ce soit tablette ou smartphone. Pour cela, je clique sur l'icône ici, mode responsive, et je viens me mettre en mode mobile. Là, je bascule en mode mobile, et vous voyez ici par exemple que j'ai quelque chose qui ne va pas du tout. Sinon, le reste, ça s'est bien adapté. Donc, je vais vous présenter les différents réglages. On va commencer ici par le réglage du conteneur. Là, je trouve que c'est pas terrible d'avoir 2 éléments ici et un troisième à gauche. Je vais avoir plusieurs solutions. Soit ici dans direction, vous voyez que j'ai un petit icône de mobile. Et donc, dès que cette icône apparaît à côté d'un réglage, ça veut dire qu'on peut modifier le réglage uniquement sur téléphone. Donc là, je pourrais très bien passer en colonne verticale sur mobile pour que ça s'affiche comme ceci. Et si je repasse sur ordinateur, vous voyez que ça n'a pas bougé, on est toujours en horizontal. Puisque là, on a l'icône d'ordinateur et là, on a l'icône de mobile. Donc, le réglage est différent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Dès que vous avez le petit icône, vous pouvez modifier uniquement selon le type d'appareil. Et vous verrez qu'on l'a pour la plupart des réglages. Notamment la taille de typographie également. C'est intéressant de le modifier sur mobile. Donc là, si je clique, vous voyez que pour taille, je peux modifier sur mobile. Parfois, des titres apparaîtront un peu trop gros sur mobile, prendront trop d'espace. Donc, ça sera intéressant de venir ici réduire un petit peu la taille. Je vais revenir à mon conteneur ici. Je vais repasser en affichage qui était par défaut comme ceci. Et si je veux garder 2 colonnes ici, je peux venir tout simplement centrer le troisième élément. Pour cela, je clique sur le compteur. Je vais dans le réglage avancé. Et ici, dans taille, je vais sélectionner grossir. Du coup, avec ce réglage, vous voyez que le widget prend automatiquement toute la largeur. Et du coup, ça vient centrer l'élément. Donc là, on arrive vraiment dans du peaufinage. C'est des petits réglages comme ça qu'il faut quand même assez bien connaître pour savoir comment le faire. Mais dans tous les cas, au début, vous serez un peu obligé de bidouiller parmi tous les réglages d'alignement pour voir lesquels fonctionnent. Mais vous voyez que du coup, grâce au conteneur, on peut vraiment modifier les éléments comme on le souhaite et vraiment gérer les alignements individuellement pour chaque élément et selon chaque type d'appareil. Donc c'est très intéressant quand même. Donc ça, c'est la première option qui est disponible quand on est sur mobile, c'est de pouvoir modifier comme ceci les réglages. Une deuxième option qui est disponible, c'est de masquer un élément en fonction du type d'appareil. Là, l'image, vu qu'elle se retrouve tout en bas comme ça, toute seule, c'est pas terrible, je trouve. Donc, je vais venir la masquer sur mobile. Pour cela, soit je peux venir directement sur le widget, soit je peux venir sur un conteneur entier, descendre un petit peu et aller dans l'onglet Responsive. Et ici, vous voyez que je peux masquer par exemple sur mobile. Et là, si je clique sur la petite flèche pour voir le résultat, hop, vous voyez qu'en mode mobile, l'image a disparu. Si je reviens sur PC, elle est bien présente. Hop, je me remets en mobile, je descends un petit peu. Ici, vous voyez qu'on a un gros problème sur le texte. En fait, c'est parce que j'ai ajouté de la marge interne, 200 pixels. Rappelez-vous, c'était pour que le texte revienne à la ligne et pas que ça prenne toute la largeur. Donc le problème, c'est que sur mobile, ça le fait également. Donc là, sur mobile, on va se mettre à 0 plutôt. Comme ça, le texte s'affiche bien. Donc on a vu qu'on peut modifier un réglage, on peut supprimer un élément en fonction du type d'appareil. Et on peut également réorganiser l'ordre des éléments. Imaginons que mon image, au lieu de la supprimer, eh bien, en fait, je veux l'afficher, mais en premier, pour qu'on la voit. Donc là, moi, dans mon cas, ce ne serait pas très pertinent. Et là, si je veux sélectionner mon image, vous voyez que vu que j'ai désactivé le conteneur, bon, c'est pas très pratique, mais je ne peux pas cliquer dessus directement. Donc pour cela, j'ai 2 solutions. Soit je reviens en mode bureau
et je viens sélectionner mon conteneur. Puis hop, dans Responsive, je décoche ici masqué. Comme ça, quand je reviens, je peux le resélectionner. Sinon, j'aurais pu rester sur le mode mobile et ouvrir ici ce qu'on appelle le navigateur qui permet d'afficher tous les éléments d'une page. Et donc là, j'aurais pu retrouver mon conteneur avec une image et cliquer dessus pour accéder aux réglages. Ça, le navigateur, ça peut être utile quand vous avez beaucoup d'éléments sur une page. Ça permet de facilement s'y retrouver. Je peux venir sélectionner ici. Je peux venir ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je peux venir faire un copier-coller, je peux le dupliquer. Je peux même déplacer comme ceci. Donc ça peut être intéressant dans certains cas pour réorganiser une page. Et du coup, quand je suis sur mon image, au lieu de la désactiver, je pourrais ici venir modifier l'ordre. Vous voyez que je peux mettre au début et hop, elle va passer en premier sur smartphone, alors que sur ordinateur, elle n'aura pas bougé. Et imaginons que je veux inverser ces deux-là. Eh bien 50 dans ordre personnalisé, je peux cliquer sur les 3 petits points, mettre numéro 1. 40, je vais venir ici, cliquer sur les points et mettre numéro 2. Et 60, on le laisse en dernier, donc je mets numéro 3. Et ici, vous voyez que ça m'a inversé du coup les deux. Donc on a 3 fonctionnalités pour le responsive. Soit on modifie un réglage, soit on masque l'élément, soit on change l'ordre et la disposition des éléments. Par défaut, sur le mobile, les colonnes vont s'afficher les unes en dessous des autres. Mais si vous voulez afficher ces 2 colonnes, par exemple, côte à côte, ce que vous pouvez faire, c'est venir ici sélectionner le conteneur. Au lieu de encadrer, on va passer en pleine largeur. Et au lieu de pixels, on va passer en pourcentage. Et ici, on va passer, par exemple, à 45%. Ensuite, je fais copier, coller le style. Et du coup, mes 2 colonnes s'affichent côte à côte. Mais bon, du coup, vous voyez que c'est quand même un peu limite. Pour des colonnes comme ça serait pas terrible. Ça serait plutôt pour des images, les afficher côte à côte. Vous pourriez venir réduire la largeur à 45% pour que ça s'affiche côte à côte comme ceci. Donc voilà pour ce qui est des réglages responsive. Maintenant, je vais vous présenter ici un onglet qu'on n'a pas encore vu, qui est l'onglet historique. Donc si je clique dessus, je retrouve toutes les actions que j'ai effectuées depuis le début sur Elementor, depuis le début de ma session. Donc je vais pouvoir facilement revenir en arrière. Et il y a également le CTRL-Z qui fonctionne pour revenir en arrière dès que vous avez fait une erreur. Vous avez le premier onglet qui est Action, c'est tout ce que vous avez fait dans la session actuelle. Mais vous avez également ici Révision. Et là, ça va correspondre à toutes les anciennes versions de votre page qui remontent à plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Là, vous voyez que si je veux, je peux revenir à la version d'il y a 2 semaines. Je clique dessus et ça va automatiquement me ramener à mon ancienne version. Et donc ça peut être pratique dans le cas où vous avez fait de grosses modifications sur une page. Vous vous rendez compte que ces modifications, en fait, elles sont moins bien que la version d'avant d'une page. Eh bien, vous pourrez revenir à la version d'il y a plusieurs jours, plusieurs semaines en arrière en un seul clic. Et en fait, à chaque fois que vous cliquez ici sur le bouton Mettre à jour, ça va créer une nouvelle révision qui va s'appliquer ici. On va maintenant voir un plugin qui permet de créer l'entête et le pied de page avec Elementor, ce qui normalement est réservé à la version pro. Pour cela, je clique sur le menu hamburger, je fais quitter pour revenir à mon tableau de bord WordPress. Je vais dans Extension, Ajouter. Et ici, je tape Elementor Header. C'est ce plugin que je vous invite à installer, Elementor Header and Footer Builder. Vous avez juste à faire installer et activer. Et une fois qu'il est activé, vous pourrez aller dans Apparence, Elementor Header and Footer Builder. Ici, on va cliquer sur le bouton Ajouter nouveau. Et là, je vais marquer par exemple pied de page. On peut également créer l'entête, mais ce n'est pas quelque chose que je recommande. Dans la plupart des cas, le rendu ne sera pas terrible. Moi, je vous conseille d'installer le thème OceanWP, qui a des bonnes options pour créer un en-tête personnalisé. Mais là où j'utilise à chaque fois Elementor, c'est pour créer le pied de page, puisque les options du thème ou de WordPress par défaut pour créer un pied de page, elles sont vraiment pas terribles. Donc là, je me mets sur pied de page. Ici, type de modèle, vous voyez que je peux avoir en-tête. Avant le pied de page, c'est si vous souhaitez créer votre pied de page avec WordPress ou votre thème, mais que vous voulez ajouter une section juste avant qui va s'afficher sur toutes les pages. Ça, vous pouvez le faire. Par exemple, un encart pour s'inscrire à une newsletter, ça va automatiquement s'afficher sur toutes les pages juste avant le pied de page. Ensuite, on a pied de page et ensuite, on a bloc personnalisé. Moi, je vais me mettre sur pied de page. Afficher sur, il faut bien sélectionner tout le site ou bien vous pouvez choisir des critères spécifiques pour avoir un pied de page différent en fonction de si on est sur la boutique ou si on est sur le côté site vitrine, par exemple. Moi, je prends tout le site
Et pareil, vous avez des règles selon le rôle utilisateur si vous le souhaitez. Ensuite, je fais publier et je vais faire modifier avec Elementor. Une fois que c'est fait, ici, je vais pouvoir créer mon pied de page. Donc, je prends ici une mise en forme en 4 colonnes, par exemple. Couleur d'arrière-plan, je vais mettre en noir. Et ici, je peux venir créer mon pied de page avec un titre, par exemple, ici, information, ou plutôt contact. Style, je vais mettre en blanc et je vais centrer. Là, je vais faire copier, coller à chaque fois. En dessous, là, je pourrais mettre une liste d'icônes, par exemple. Et mettre ici un numéro de téléphone. Ici, hop, un email. Et une adresse, par exemple. Et je peux venir changer l'icône en sélectionnant enveloppe. Et ici, je vais venir sélectionner téléphone. Voilà. Dans style, hop, je vais centrer. Icône, je vais mettre en blanc. Je peux mettre un peu plus gros. Augmenter un petit peu l'écart. Et hop, dans texte également, on va se mettre en blanc. Et à 16 pixels, par exemple. Ensuite, à côté, je pourrais mettre, je sais pas, des icônes vers les réseaux sociaux. On a un widget fait exprès. Vous voyez ici, icônes réseaux sociaux. Mettre également les liens vers les politiques de confidentialité, les mentions légales. Là, je ne vais pas m'attarder parce que la vidéo est déjà assez longue. Mais si vous voulez voir une vidéo dédiée où je crée un exemple de pied de page, eh bien, je vous l'affiche juste au-dessus. Je vous invite également à aller voir cette vidéo où je vous présente 5 plugins gratuits qui rajoutent des fonctionnalités très utiles à Elementor. Et vous pouvez également cliquer sur le bouton juste en dessous pour obtenir gratuitement la boîte à outils WordPress afin de connaître les meilleurs outils et plugins. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.